Voilà, bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, 21h, minuit, c'est la saison 2. Ce soir, on est avec Maria Poumier. Bonsoir Maria. Bonsoir. Donc, vous êtes... on peut retracer votre parcours, commencer par vous présenter un peu au public, parce que ils sont nombreux, d'ailleurs je les salue, Ajax, Aude, salut, Jean Glissu, Erwan, Aldo Lenzano, Spielberg, etc. Votre parcours, c'est vous êtes une prof, c'est ça? Oui. Vous aviez été professeur, maître de conférence, hein, oui. C'est ça, à Paris 8. Oui. Et je suis très très contente d'être ici sur Meta TV, parce que j'ai eu la chance de faire des choses très variées dans ma vie. Oui. Et donc j'ai fini ma carrière d'universitaire en 2004 à Paris 8, oui. À Saint-Denis. Donc maître de conférence, spécialiste du monde hispanique et latino-américain. Voilà. C'est ça, en plus vous avez vécu à Cuba. Oui, j'ai été prof aussi à l'université de La Havane. Voilà, vous avez aussi, on va dire, provoqué un certain nombre de scandales. Enfin, c'est pas vous qui les avez provoqués, mais vos prises de position et vos partis pris ont suscité. Les scandales sont là, hein, dans la société, et puis il faut réagir, hein, on n'a pas le choix. Voilà, vous avez eu des prises de parti. J'ai même lu que vous aviez écrit une lettre à 3 ministres différents pour les informer que vous avez violé la loi Guesso. Absolument. Et qu'il fallait vous emprisonner et personne... Non, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, non. Voilà. On va peut-être commencer par ça si ça vous amuse, parce que c'est très très drôle ce qui s'est passé. C'est un peu pour comprendre qui vous êtes, avant de parler évidemment du reportage, etc. Donc j'écris aux 3 ministres Justice, Intérieur et Culture, pour les prévenir que je viole la loi Guesso et que donc je devrais être emprisonné comme un monsieur qui a commis le même délit que moi et qui a fait finalement plus d'1 an de prison. Hein. Oui. Vincent Renoir. Vincent Renoir, voilà, oui. Pour révisionnisme. Et donc beaucoup de gens se creusaient la tête en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour Renoir. Alors j'ai eu l'idée d'écrire cette lettre. Et je pense que je n'ai pas été poursuivie pour une simple raison. J'avais envoyé copie en lettre recommandée à des tas de gens importants, dont le président de la LICRA, qui est la personne qui s'occupe de faire mettre les gens au trou, quoi, quand ils sont agacés par quelque chose. Et puis voilà que le président de la LICRA venait de changer. Donc c'est arrivé au nom de l'ancien président, la lettre recommandée, elle m'a été retournée. D'accord. Et donc ça n'est pas parvenu ni à l'ancien ni au nouveau. Je pense que c'est grâce à ça qu'il ne s'est rien passé. Le ministre de la Culture, de l'Intérieur et autres, ils n'en avaient rien à faire. D'accord, ça ne vous a pas inquiété plus que ça. Franchement, qu'on viole la loi Guesso, je ne crois pas que ce soit ce qui les empêche de dormir, contrairement au monsieur de la LICRA. Bon. Mais ça vous avait apporté un certain nombre de problèmes à l'époque, vous avez même eu des menaces, etc. Ça a été... Oui, bon, les menaces c'était avant. Alors ça c'est un excité, qui ressemble beaucoup à un excité dont on parle beaucoup en ce moment, qui embête les tas de gens, un Israélien, voilà, Elkan. Donc un excité de ce genre-là, qui avait un arsenal d'armes de guerre chez lui, totalement interdite, qui était ami, par exemple, de l'ancien ministre Lelouch. Son avocat l'a défendu en disant oh, c'est un pauvre type un peu cinglé, mais il est ami vraiment des plus grandes huiles du monde pro-israélien en France. Hein. Bon, enfin c'est quand même quelqu'un qui avait un arsenal. Donc c'est des gens qui ne sont pas inoffensifs, qui ont des protections à haut lieu, et qui autrefois se permettait vraiment n'importe quoi. Ce monsieur Ulan, là, vraiment, on a l'impression qu'il sort d'une boîte de ce qui se faisait il y a 10 ans. Hein. Ça se fait un peu moins maintenant quand même. Hein. Je crois qu'ils auront un petit peu moins les coups des franches qu'autrefois. D'accord. Vous êtes une proche aussi de Ginette Scandrani, c'est ça? Oui, c'est une bonne amie. Nous avons créé ensemble une association pour la défense de la liberté d'expression. Oui. Et en 2005, c'était un écrivain israélien que nous avons défendu au départ. Nous avons créé l'association pour lui. Un phénomène extraordinaire qui s'appelle Israël Shamir. Ses livres sont toujours en vente. Allez par exemple sur le site plumenclume.org et vous pourrez commander ses livres. Écrivain israélien qui a participé à l'intifada à partir de 2000, l'intifada internationale, avec des articles extraordinaires d'une très grande richesse, d'une très grande profondeur. Bon, c'est ça qui m'intéressait. Donc un Israélien de formation juive évidemment, mais qui a adopté le christianisme palestinien. Vraiment, l'intifada l'a fait changer de bord complètement. Enfin, c'était déjà quelqu'un qui a l'esprit très ouvert, hein, mais qui s'est dit, là, attends, il faut trancher, tu ne peux pas rester du côté de l'agresseur, de l'occupant, de l'oppresseur, c'est pas possible. Et il continue à défendre l'idée d'un seul État pour tous. Un seul État pour tous, oui. C'est-à-dire sans... La seule chose qui paraisse logique, hein, même qu'en France, on considère qu'il est normal que des gens d'origines différentes, de croyances différentes, puissent vivre en paix, puissent faire des efforts. Pourquoi, dans un pays qui se voudrait un modèle de plein de choses, en Israël, pourquoi ce serait impossible?
Alors donc, justement, donc, ça pose un peu le cadre. Vous avez réalisé donc, un documentaire qui s'appelle Amia Repetita, pardon, donc sur un fait assez peu connu finalement en France, qui a défrayé un peu la chronique à l'époque, évidemment on en a parlé, mais bon, on n'a pas plus, c'est pas une, on va dire que c'est pas une affaire qui a été plus traitée que ça, plus couverte que ça, plus que les autres. Et donc c'est un attentat qui a eu lieu en Argentine. Voilà. Alors, c'est extraordinaire, en 1994. En 1994. Et donc cette occultation, elle fait partie de la campagne de propagande qu'il y a eu autour de tout ça. Ça se passe au bout du monde, dans un pays de sauvages. Enfin, c'est ça, si vous voulez, l'image qu'on a voulu donner de la chose. Attentat antisémite. 1994, attaque du centre communautaire juif. Voilà. Donc une énorme explosion qui fait 85 morts, ce qui n'est pas rien. Hein. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Mais un pays qui n'est pas considéré comme un pays décisif, disons. C'est pour ça que ça a été très vite oublié, sauf là-bas. Et oui, évidemment. Évidemment, hein, il y a quand même des tas de gens qui ont péri et beaucoup de victimes collatérales, hein, toutes les familles, tous les blessés en plus, dont on ne parle pas. Il faut signaler que la plupart des victimes n'étaient pas juives. Mais on n'a entendu qu'une seule récrimination, la presse israélienne disant attentat antisémite. Antisémite, d'accord. Antisémite, purement et simplement pour le plaisir de casser du juif. Bon. En fait, non. Donc les juifs étaient minoritaires là-dedans, en tant que victimes. En tant que victimes, oui. Oui. Et donc c'est une voiture piégée, alors parce que ça, c'est ça. Alors la version officielle, c'est ça. Une voiture piégée, forcément conduite par un arabe musulman, qui a foncé dans le bâtiment et qui a causé une explosion énorme. Et puis, dans les 48 heures, on précise, non seulement c'est un arabe et un musulman, mais c'est un Iranien. C'est un Iranien, voilà. On part sur direct, c'est l'Iran. L'Iran, voilà. Oui. Donc il y a un autre pays qui n'a pas oublié l'attentat, c'est l'Iran. Oui. Voyez. Oui, forcément, oui, parce de bonne raison. On n'aime pas trop se faire accuser à tort en général. Parce que l'idée, hein, c'était d'accuser le gouvernement iranien, les plus hautes autorités iraniennes, d'avoir planifié cette horreur. C'était ça le plan israélien. C'était ça le plan israélien, voilà, de départ. Oui, oui. Pas de dire, bon, bah, c'est un fanatique iranien ou de n'importe quelle autre nationalité. Non, non. C'est le gouvernement iranien qui a décidé d'organiser le troisième holocauste. C'est comme ça que ça s'appelle dans la propagande israélienne à destination de l'Amérique latine. Le troisième holocauste. Le troisième holocauste. Oui. Vous savez quel est le premier? Non. L'Inquisition. Ah, l'Inquisition. Au XVIe siècle. D'accord. Ah, oui. Elle est incluse. Voilà. D'accord. Oui. Okay. Je vous dis tout de suite quelque chose qui m'amuse bien et que je trouve très intéressant pour les gens qui s'intéressent à l'Amérique latine. Le Mexique a déposé une plainte auprès du tribunal international de La Haye pour holocauste. Vous trouvez ça bizarre? Ouais. Eh ben, le dossier explique très bien, oui, il y a un holocauste de Mexicains parce qu'ils sont flingués systématiquement à la frontière aux États-Unis quand ils essayent d'émigrer. Donc c'est un plan d'extermination des Mexicains, c'est un holocauste. Et donc le tribunal de La Haye est compétent pour juger de ces choses-là. Ah, donc le Mexique a déposé... Ah oui. C'est étonnant. Donc je trouve ça extrêmement intéressant parce que on comprend mieux le climat que la propagande israélienne a implanté en Amérique latine et comment on peut s'en servir de façon un peu... Alors justement, la communauté juive latino-américaine, il y a une grande communauté juive en Argentine. En Argentine seulement. En Argentine c'est la seule qui soit importante. Ailleurs, bon, c'est résiduel, hein. C'est très peu de choses. En Argentine, non, c'est comme en France, hein, c'est une communauté qui a du poids. Parce qu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une grande quantité de juifs donc de Pologne et de Russie qui prennent la fuite et qui s'installent en Argentine. D'accord. Hein, ces gens-là passaient par l'Espagne, vous savez, ils traversaient les Pyrénées, et puis en Espagne, il y avait des bateaux. Hein. Franco a beaucoup favorisé l'immigration des juifs et la protection des juifs. Hein. Ça, il faut le savoir, parce que ça fait partie des choses qu'on nous cache. Hein. Mais l'Espagne a joué un très grand rôle de protection des juifs pour les aider à partir en Amérique latine. Spécialement en Argentine. C'est seulement en Argentine, oui, d'où on retrouve cette communauté juive très importante. Donc elle est très importante et c'est tout à fait le même poids qu'en France. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sont très représentés dans les médias, dans les professions valorisantes, les professions intellectuelles. La catégorie des psychanalystes argentins, c'est à 99% juifs et très respectée. L'école psychanalytique argentine est florissante. Hein. Elle est extrêmement importante comme en France. D'accord. Donc on peut faire même un parallèle donc entre la situation argentine et la situation française. Oui, c'est ça. Vous voyez, parce que donc les juifs ont un statut. D'accord.
tout à fait remarquable comme en France. Et donc il y a eu cet attentat, alors donc, Oui. en 1994, donc j'imagine le pays est bouleversé, l'Argentine. Oui. Et alors on vient de commémorer le 20e anniversaire, hein, le 18 juillet. Oui. Oui. Ouais. Donc l'Argentine, voilà, bouleversée par cet attentat. Et visiblement, alors moi ce que j'ai compris dans votre documentaire, c'est quand même on voit les autorités essayer quand même de comprendre de ce qui s'est passé. On voit bien Oui. qu'il y a des complicités, mais pas à tous les niveaux quand même. Non, oui. Il est évident que les gens qui ont laissé commettre cet attentat, ces gens-là, c'est les Israéliens, soyons clairs. On ne sait pas qui a pu le commettre, parce que les pistes ont été tellement brouillées que je pense qu'on jamais on va retrouver les auteurs matériels de la chose, ou les gens qui ont... Bon, finalement, ce n'est pas forcément très grave, hein, comme le dit Thierry Messant dans son dernier article au sujet du 11 septembre. Bon, le scandale hein, d'une investigation totalement détournée, falsifiée et tout ça, c'est passionnant, c'est une affaire de détective qui intéresse tout le monde, c'est passionnant, mais c'est pas le fond. Il y a énormément d'énigmes qui ne seront jamais réglées dans l'histoire, hein. Surtout là où il y a des gros intérêts politiques. On arrive vraiment à enterrer les choses et puis c'est fini, hein, c'est pour l'éternité. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir à quoi ça sert les manigances d'envergure qu'il y a autour, dont fait partie un moment particulièrement criminel, particulièrement cruel pour la population. Alors là, les personnes qui ont laissé commettre cet attentat pour en tirer un profit politique, c'est-à-dire pour essayer de déclencher une guerre mondiale contre l'Iran, hein, en tant qu'État terroriste. S'ils avaient pu convaincre tout le monde hein, que les autorités iraniennes organisent un attentat pareil, bon, bah, c'est vrai qu'il y avait de quoi déclencher une guerre. Hein. Bon. Ils ont misé sur le manque d'expérience des Argentins dans le domaine des attentats. Ils n'avaient jamais vu ça. Donc panique générale, un petit peu à tous les niveaux de la police, ordre contradictoire. Et puis tout de suite, les gens compétents, c'est-à-dire les Américains et les services secrets israéliens, le Mossad qui se précipite, qui arrive, leur disent « mais nous on connaît très bien ce genre de situation, donc voilà, on vous dit déjà, tout est clair, il est évident que c'est une voiture piégée, que c'est gna 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 ». Donc on a égaré les autorités argentines par la persuasion en profitant de la panique. Donc la panique, elle a touché aussi les autorités, hein, forcément. Alors il y a des gens qui savaient ce qu'ils faisaient, mais la plupart ont été tout simplement aiguillés sur des fausses pistes. Oui, d'accord. Voilà. Donc ils ont mal orienté les autorités, on voit, parce qu'effectivement, dans le reportage, on voit que tous les services secrets sont un petit peu mêlés, chacun y allait de son rapport. Et on a tenté donc au début donc, de mettre ça sur le dos de l'Iran, puis il y a eu des pistes syriennes aussi un peu. Oui, c'est très drôle la piste syrienne parce que c'est le président argentin de l'époque, hein, Carlos Menem, qui est d'une famille syrienne et qui a des attaches très proches en Syrie. D'accord. Bon. Et donc la piste syrienne, on la sort de temps en temps comme alternative à la piste iranienne quand le gouvernement argentin est un petit peu réticent à se laisser piéger là-dedans. Donc c'est comme une petite menace. Attends, donc sur Menem, hein, ce qu'on a fait peser, attends, si tu ne nous suis pas dans cette histoire de piste iranienne, si tu fais pas ce qu'on te dit, eh ben attends, on va dire que c'est la piste syrienne, c'est-à-dire que c'est toi-même et c'est ta famille. Hein. Attention, hein, tiens-toi bien. Alors, il se pourrait qu'il y ait des Syriens impliqués dans cet attentat. En particulier un bandit de très très haute catégorie qui s'appelle Mons Alcázar, un très grand trafiquant, négociant de drogue, d'armes et choses comme ça. Il y a d'ailleurs des gens qui ne le considèrent pas comme un pur bandit, hein, qui pensent qu'il a un rôle politique, une réflexion personnelle qui peut être intéressante bon, dans le monde de la subversion. Enfin, il se pourrait qu'il y ait des Syriens impliqués là-dedans et que le point de départ, disons, de l'attentat, c'est qu'une bande de juifs délinquants devaient de l'argent à Mons Alcázar qui aurait fait l'attentat comme une façon de leur dire maintenant tu payes, sans ça la prochaine fois tu y passes. Ce qui expliquerait pourquoi l'attentat a lieu juste après que les autorités aient quitté le bâtiment. C'est-à-dire que ça ne fait que des victimes qui sont de modestes employés qui n'ont évidemment aucun rôle hein, dans les histoires de trafic de drogue ou d'armes. Hein. Mais que toutes les autorités comprennent le message, la prochaine fois, on ne vous rate pas. D'accord. Hein? Donc les autorités juives du centre communautaire et puis de tous les réseaux, ce sont des réseaux énormes, hein, sachant que le ministre de l'Intérieur de l'époque était juif lui-même, et non seulement juif, ce qui ne veut rien dire a priori, mais très très lié au milieu israélien. Bon. Des banquiers complètement véreux, etc. Tous ces gens-là sont très liés. Bon. Donc c'est un message pour ces gens-là. On leur dit maintenant, vous payez ce que vous nous devez,
On s'arrange entre mafias. Sans ça, la prochaine fois, vous y passez. Et cette communauté juive argentine, elle est très liée à Israël? Elle est très sioniste ou non. Non, c'est très intéressant comme situation. L'Amérique latine a toujours été une sorte de continent entonnoir. Tout le monde arrive. Les Argentins disent qu'ils descendent du bateau, ils ne descendent d'aucune population locale, seulement du bateau. C'est tous des immigrants. Mais tout le monde se fond très rapidement, parce qu'en Argentine, quand on est arrivé comme immigrant très pauvre, avec juste la petite valise, on arrive à faire son trou assez vite. Et donc, tout le monde dit, on tourne le dos à notre vie antérieure, on rentre dans le creuset argentin, on fait une culture commune. Le tango est l'expression de cette culture tout à fait commune de gens qui viennent de toutes les régions du monde, etc. Et donc cette communauté juive, c'est la plupart des gens sont adorables, absolument normaux, disons. Mais les autorités d'origine juive, alors là, non, c'est des gens très très liés à Israël directement. Les gens qui ont de l'argent, alors ceux-là, archi-sionistes. D'accord. Qui ont de l'argent et du pouvoir, mais ça n'a rien à voir avec le juif de la rue. En plus, c'est un peu... L'Argentine, elle a un peu, j'ai envie de dire, vraiment le carrefour, puisque après la Seconde Guerre mondiale, on sait qu'il y a beaucoup d'anciens nazis aussi. Bien sûr. Donc il y a une communauté même très importante, et au Paraguay à côté aussi, etc. Enfin, il y a énormément d'anciens nazis. Tout le monde émigre en Argentine. Si vous n'êtes pas tranquille chez vous, vous êtes ennuyé avec la police, là-bas vous êtes tranquille pour un moment, quoi. Voilà, oui. C'est un pays particulier, c'est vrai qu'on ne connaît pas trop. En plus, alors vous, spécialiste de l'Amérique du Sud, l'Argentine, elle a connu une grande crise ensuite, en plus, ça a été terrible, la crise des banques. Oui, mais ça, c'est toute l'Amérique latine, c'était un phénomène... Mais ça a été on a eu un focus sur l'Argentine particulièrement. Bien sûr, parce que l'histoire économique de l'Amérique latine, c'est de boom en boom, et donc de crise en crise. Donc vous avez un boom d'un produit qui marche à fond, tout le monde se met à spéculer. Cet article s'écroule, crise, panique, etc. Donc c'est constamment ça, l'histoire économique des pays d'Amérique latine. Donc en Argentine, on a une crise terrible dans les années 80. Et maintenant, il y en a une qui arrive qui est pas triste non plus. D'accord. Et alors aujourd'hui, c'est quoi les conclusions de l'enquête officielle? On est resté à cette version officielle de la voiture, parce que on voit même le procureur, il n'y croit pas, enfin personne n'y croit en fait. Les Américains n'y croient absolument pas. Et depuis le début, ils ont été tout de suite très bien informés par les meilleurs journalistes. Le Congrès américain sait que la version officielle ne tient pas debout. Le président Obama le sait très bien. Alors j'ai envie de dire que la chose la plus intéressante, c'est justement le fait que le président Obama soit bien au courant. Parce que c'est la présidente argentine qui a lancé les négociations pour avoir une commission d'enquête conjointe avec l'Iran. Ce qui est une façon de tourner le dos à Israël absolument radicale. Israël ne peut pas supporter cette idée-là. Bon. Mais cette présidente, elle ne l'aurait jamais fait si elle n'avait pas un accord tacite du gouvernement américain. Donc il y a une conjoncture qui est formidable en ce moment, c'est que les Américains et les Israéliens, ça n'est plus unis comme les doigts de la main. En 1994, c'était vraiment la même chose. Tous ces services secrets, ils travaillaient entre eux. Maintenant, non. Et au contraire, donc Obama fait du chantage sur les Israéliens. Il a poussé la présidente argentine donc, à conclure cet accord avec l'Iran, ce qui est une façon de dire à Israël, n'en rajoutez pas trop, sans ça on va dire ce qu'il y a vraiment. Donc eux, ils ont peut-être des choses à sortir. Ils ne les ont pas sorties. D'accord. Donc on ne sait pas, il n'y a pas de... On en est à la version officielle. Quoi. Oui. Je vous raconte un truc très rigolo qui n'est pas dans le film. Il y a quelques mois, l'ancien ambassadeur israélien qui s'appelait Aviran, qui était là-bas au moment de l'attentat, a fait une déclaration intempestive au moment où toute la presse israélienne rouspète. Oui, comment l'Argentine a osé signer un accord avec l'Iran, gna gna gna. Bon. Il dit, mais de toute façon, nous on sait très bien qui c'est, cet attentat. Et puis on l'a flingué, ça fait un moment. Bon. Alors ce monsieur, il est ambassadeur au Brésil en ce moment. Alors là, ahurissement général. Et tout le monde lui a dit, vous ne pourriez pas le dire, non, qui c'est? Comment ça se fait? Il y a des lois, comment ça se fait que ce monsieur n'a pas été en justice? Et puis dites qui c'est au moins. Et le gouvernement israélien a rappelé M. Avilan à l'ordre. On n'a plus jamais entendu dire quoi que ce soit, c'est terminé. Donc vous voyez, c'est un peu, on a envie de dire, le folklore latino-américain. On se dit, tous ces gens-là ne sont pas sérieux. Bon, c'est sûr, les États latino-américains sont faibles par rapport à d'énormes mafias. Bon, Israël a un pouvoir écrasant, le sionisme a un pouvoir écrasant en Argentine. Et donc la présidente argentine... c'est quelque chose qu'on ne penserait pas de prime abord comme ça. Oui, mais je pense qu'il y en a beaucoup des affaires comme ça, vous voyez, où tout part comme ça.
comme ça, où c'est marécageux, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je pense que ça arrive partout. Mais quand on le voit de loin, avec du recul, c'est plus frappant, c'est plus net avec le recul. On voit mieux. Les Argentins eux-mêmes, ils n'ont pas cette perception. Parce que eux, justement, ils sont en plein dedans. Donc pour eux, la polémique passionnante, c'est de savoir si un tel avait vraiment une accointance avec une telle, ou jusqu'où ça allait. Si, oui, ils se perdent, eux, dans leurs détails. Nous, de loin, bon, dans mon film, je n'allais pas rendre compte de toutes ces polémiques internes. La quantité de pauvres innocents qui ont subi des procès interminables, qui ont d'abord été déclarés coupables, ensuite on les a innocentés, et puis il y a encore ces trucs-là. C'est horrible, c'est atroce. C'est parce que nous à l'étranger, on ne peut pas s'occuper de tous ces détails. Oui, bien sûr. Forcément. Mais donc je disais, la présidente argentine, vous savez, c'est la veuve du président Néstor Kirchner. Et bien lui, il était encore dans la ligne archisioniste, la ligne officielle. Ah, l'Iran est abominable, l'Iran n'a que des défauts, l'Iran c'est le grand Satan, etc. Et elle, donc qui a continué vraiment la politique de son mari, elle a surpris tout le monde en disant, ah ben non, on va faire un accord avec l'Iran. Parce qu'elle a eu des informations, certainement. Non? Alors, des informations, mais beaucoup de gens compétents en ont depuis toujours. Moi, j'ai transmis dans mon film tout ce qu'on a bien voulu me dire. J'aurais bien aimé avoir un entretien avec la présidente ou avec son ministre des Affaires étrangères, qui est un juif extrêmement pratiquant et qui était très bien vu en Israël jusqu'au moment où il a négocié l'accord avec l'Iran. Des choses tordantes, vraiment passionnantes. Mais on m'en a pas dit plus. Déjà, on en sait pas mal. Mais si vous voulez, rien que la liste des falsifications, des fausses preuves, des manœuvres, qui peut échafauder tout ça si ce n'est le coupable? Personne d'autre, puisqu'il cherche à se cacher. Sans ça, pourquoi est-ce qu'il cacherait tellement de choses? Et tout ça dans le but géopolitique, donc, d'amener, on va dire, à accuser l'Iran d'un attentat pour entrer en guerre avec l'Iran. Absolument. Un false flag, quoi. Un false flag, mais vraiment d'envergure. D'envergure. Un État terroriste, c'était ça l'idée. Accuser l'Iran d'être un État terroriste. Oui, carrément. Carrément. Et c'est le seul pays... C'est un plan qui vient des années 80, on sait. Là où les Américains décident, il faut zigouiller les Syriens, les Irakiens, les Afghans. Alors on commence par l'Irak et l'Afghanistan, mais après ce sera la Syrie, après l'Iran. Bon. Et on verra à quel moment on arrive à le faire. Vous savez qu'au moment du 11 septembre même, on sait que parmi les comploteurs, certains avaient dit on va se servir de ces attentats pour envahir l'Irak, alors que d'autres, justement, le clan le plus pro-israélien, parmi les néocons, voulaient s'en servir pour attaquer l'Iran. Et puis, ils ont discuté entre eux, ils ont dit non, allez, on commence par l'Irak. Non, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Donc l'Iran, ils le ressortent chaque fois qu'ils peuvent, qu'ils se disent, ah, c'est le bon moment, là on y va. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi, je trouve ça formidable. Ouais, voilà, ils ont que depuis 1980, ils essayent de casser l'Iran. Depuis que l'imam Khomeini a pris le pouvoir, c'est pas compliqué. Ils ne pardonnent pas à l'Iran sa révolution, sa reprise en main extraordinaire. Il y a quand même 85 personnes qui sont décédées dans une affaire comme ça, qui paraît être donc une affaire montée de toutes pièces par des gens très professionnels qui ont fait ça. Extrêmement professionnels. L'explosion a eu lieu à l'intérieur du bâtiment. Et en plus, ils avaient répété avant, 2 ans avant, attentat contre l'ambassade d'Israël, en 1992. 22 morts. C'était pas mal. Ils ont dit aussitôt, attentat antisémite. Mais là, tout était tellement mal maquillé, si vous voulez, que le gouvernement israélien n'a même pas déposé plainte. Personne n'a été en prison ou n'a même subi de procès pour cet attentat. Vous vous rendez compte ? Une ambassade de France vole en éclats, est bombardée, et la France ne porte pas plainte. C'est inimaginable. Et bien c'est ce qui s'est passé. Donc c'était vraiment comme une répétition générale. Pourquoi je dis répétition? Parce que justement il y a eu un truc très foireux. Donc on a eu tout de suite la version officielle. Ah oui, camion piégé, arabe, musulman, iranien. C'était encore pas tout à fait défini, mais ça venait. Et puis les journalistes sont allés sur les lieux, et ils ont dit mais attends, comment ça se fait là? On voit rien, il n'y a pas de trou dans la chaussée, les bombes ça fait toujours un trou. Alors ils ont installé des barrières, et puis il y a eu des travaux pendant la nuit, 1 semaine plus tard, et le lendemain matin il y avait un trou, avec 1 semaine de retard. Alors ça c'était archi foireux quoi.
Donc c'est vraiment... Ah, c'était le comble. Ils sont pas belges, non, non, les amis belges. Non, mais c'est... Bon, parmi les Belges, il y en a qu'on aime beaucoup. Hein, oui, non, mais là, c'est pas l'attentat de Bruxelles. Non, mais je comprends pas. Ils ont fait le trou une semaine plus tard. Parce que... Absolument. On peut pas le croire. Hein. Bon, mais on se dit... Oui, parce que j'entendais aussi, il y a une interview, par exemple, à un moment donné, je vois, il y a le procureur qui dit... C'est le pays des picaros, tout ça. Il dit, il y a eu un souffle, on nous explique que c'est une voiture piégée, mais il dit, les bâtiments en face sont intacts. Donc c'est vrai que s'il y a une voiture, l'explosion, elle choisit pas. Normalement, tout doit voler en éclats, même les bâtiments en face, tout. Et pourtant, il dit, non, tout est intact, il n'y a rien à bouger en face. Rien à bouger, il y a juste les carreaux cassés. C'est tout. Donc c'est pas possible, quoi. Non. Donc oui, il y avait donc plein d'éléments qui faisaient qu'on fait naître le doute d'entrée. Mais c'est comme un jeu d'essai-erreur, il n'y a rien qui colle. C'est-à-dire qui s'intéressait un peu en fait sérieusement à l'affaire, vous voyez tout de suite qu'il y avait tout un tas d'éléments comme ça. Et donc les journalistes, commencent tout de suite à dire... Il y a des journalistes normaux, honnêtes, qui connaissent leur métier, ils sont sur le lieu du crime, ils disent ce qu'ils voient. Voilà, ils disent ce qu'ils voient, il n'y a pas de trou, c'est bizarre, l'immeuble en face, il ne se passe rien, etc. Et donc il y a une suspicion qui naît jusque dans l'État argentin, quoi. On commence à se poser des questions en fait, sur cette affaire. Tous les chercheurs disent que le président Carlos Menem a tout de suite capté le message, et il n'a jamais supposé une minute que c'était un attentat antisémite. Dès le départ, il savait que c'était Israël. De même que les Bulgares, vous savez qu'il y a eu un attentat. Oui, il y a eu un attentat contre un bus de touristes israéliens. Oui. Alors le gouvernement bulgare aussi a tout de suite su de quoi il s'agissait. Et l'attentat contre le bus israélien a eu lieu le 18 juillet, c'est-à-dire la date de l'Amiens. C'était un rappel de l'affaire argentine. Tout ça a été bien calculé. D'accord, oui, parce qu'il y a une affaire très bizarre aussi. Et les Bulgares ont tout de suite compris aussi. Oui, parce que les Bulgares, c'est pareil, on a tenté au début, on nous a dit oui, c'est encore Al-Qaïda, bien sûr. Oui, mais le gouvernement n'a pas embrayé sur cette version israélienne, pas du tout. Ils ont tout de suite dit stop, on arrête. Comme cette affaire où ils avaient voulu, à un moment donné, aux États-Unis, accuser l'ambassade de l'Iran de vouloir assassiner l'ambassadeur d'Arabie Saoudite avec des mafieux mexicains qui auraient été payés. Puis... Oui, il y a des histoires pas possibles. Voilà, et qu'ils ont endormi parce que c'était tellement des élucubrations que même les autres chancelleries, personne n'a suivi. J'ai même entendu l'ambassadeur américain venir dire j'ai pas d'infos là-dessus. Alors que c'était un communiqué officiel pourtant de son gouvernement, tellement il n'y croyait pas, quoi. Donc, et donc ça a l'impression que c'est le même scénario qu'ils ont fait en Argentine. Oui. Donc Israël est très actif en Amérique du Sud quand même, c'est beaucoup plus qu'on ne le croit, quoi. Très 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 actif, bien sûr. Parce qu'on a l'impression que le terrain d'opération on va dire, de l'armée israélienne et de son service de renseignement, c'est autour de ses voisins, etc. Mais en fait, c'est mondial, quoi, complètement. Et surtout que l'Argentine est un enjeu très très important pour eux. Bon, il y a déjà donc une colonie juive importante, une colonie israélienne importante. La colonie juive, elle est ancienne, elle date du 19e siècle. Il y a même une province où on parle de gauchos judíos, des gauchos juifs. Et des gens qui ne sont pas juifs, qui parlent yiddish. Tellement cette communauté est bien implantée, elle a gardé ses mœurs, donc les gens autour qui ne sont pas juifs, ils apprennent le yiddish. C'est fou, donc il y a ça, il y a le fait que l'Argentine est un territoire très riche, du point de vue agricole, du point de vue minier, du point de vue de tout ce qui est les ressources maritimes tout autour. Et que c'est un pays très peu peuplé par rapport à son territoire. C'est 5 fois la France et 5 fois moins d'habitants. 5 fois moins d'habitants, voilà. Enfin, non, de la moitié moins quand même. Moitié moins, quoi. Mais enfin, il y a de la place pour... Oui. Il y a de la place pour énormément de gens. Et les Israéliens pensent depuis très longtemps, toujours à l'Argentine comme solution de repli, si ça va vraiment pas bien en Israël. Solution de repli, ou bien deuxième colonie un jour ou l'autre. Mauvaise nouvelle pour les Argentins. Mais alors, les Argentins, ils connaissent très bien cette situation. Et c'est très difficile pour le gouvernement de le gérer. Les immigrants, maintenant, n'ont pas le droit d'acheter de la terre, par exemple, en Argentine, s'ils ne sont pas résidents. Mais, comme tous les gouvernements, même les plus à gauche, dans toute l'Amérique latine, ils souhaitent les investissements étrangers, les investissements d'entreprises. Donc vous avez des entreprises étrangères qui achètent de la terre. Et quand je dis de la terre, c'est des millions d'hectares. Des millions d'hectares. Bon. Donc on a un phénomène de colonisation par des entreprises étrangères, dont une grande partie sont des entreprises avec une bonne part de capitaux israéliens. D'accord.
On me dit justement, est-ce qu'il y a une loi d'ailleurs en Argentine qui condamne l'équivalent de la loi Guesso? Alors, oui, les Argentins, on les a obligés à mettre en place quelques petites lois, oui, contre l'antisémitisme, contre ceci, cela. Personne ne les prend au sérieux. Ça, c'est ce qu'il y a de bien dans ce genre de pays où, comment dire, les choses naturelles continuent à avoir de la vitalité, de la force. C'est pas comme ici, on ne fait pas des procès à tout bout de champ pour tout le monde. D'accord. Voilà. Donc, cette histoire-là, ça reste quand même lettre morte. Un truc qui m'a beaucoup amusé, la dernière fois que j'étais là-bas, quand je suis allée présenter mon film, on m'a parlé de la place de la Shoah, qui a été fondée. Bon, je suis allée chercher la place de la Shoah, je voulais la connaître. Personne ne la connaît, à Buenos Aires. C'est au milieu des beaux quartiers, un arrêt de bus devant le McDo du quartier chic. Vous savez qu'en dehors des pays riches, le McDo, ça fait très luxe dans les pays pauvres. Oui. Donc c'est pas du tout populaire. Oui, c'est pas du tout populaire, c'est vrai. C'est très américain, très smart, tout ça. Donc au milieu des terrains de golf, des endroits, des clubs sportifs très chers, il y a un arrêt de bus qui s'appelle Place Shoah. Et puis c'est tout. Et personne ne connaît ni le nom de l'arrêt de bus, ni l'allée qui est censée être le lieu en question. Et il y a une, comment dire, est-ce qu'il y a des organisations un peu équivalentes à la LICRA, le CRIF? Ça existe. Les PAC, ils ont une influence Oui, bien sûr. Mais ça ne prend pas sur la population. C'est beaucoup plus un chantage sur les gouvernements, sur les gens puissants. Mais la population, non. Oui, et puis il n'y a pas de... Donc il n'y a pas... On leur fait pas aux Argentins, on va dire, c'est un scandale, un chantage à l'antisémitisme, un peu comme en France. Ça ne marche pas sur la population, pas du tout. Non. Et l'Argentine, elle est critique envers la politique israélienne, ouvertement. Bon, l'Argentine, elle s'occupe de ses problèmes. Et je crois que c'est très sain pour tout peuple, toute nation, de s'occuper de ses affaires, de ne pas beaucoup s'intéresser à la politique étrangère. Donc mon film commence par une interview à l'une des fondatrices du mouvement des Mères de Mai. Oui. Bon, donc une dame extrêmement respectée, qui représente très bien la gauche argentine. Eh bien, je l'interroge, qu'est-ce que vous pensez de ces attentats et tout ça? Oui, évidemment, il est hors de question d'admettre des attentats contre des pauvres juifs. Mais il est hors de question aussi qu'Israël se serve de ce genre de problème pour opprimer les Palestiniens. Bon, c'est-à-dire que tout le monde raisonne de façon saine. 85 pauvres personnes innocentes parmi lesquelles il y a des juifs, ça va pas, c'est un crime. Qu'on utilise ça pour se permettre d'assassiner les Palestiniens à tout bout de champ, non. Oui, en plus, voilà. Comme vous expliquez, il n'y a pas que des juifs. Il faut bien préciser qu'ils sont morts dans cet attentat. La majorité n'était pas juive, si j'ai bien compris. C'est bien ça. On ne peut pas qualifier l'attentat vraiment antisémite. Alors on me disait, on l'a dit tout à l'heure, Razak qui disait que l'Argentine faisait partie de la destination préférée des anciens nazis aussi. Oui, tout à fait. Oui. On me dit c'est le même schéma d'infiltration des élites et du pouvoir dans tous les pays, États-Unis, Union européenne. Ouais, c'est un peu vrai que c'est le même schéma. C'est-à-dire que le gouvernement argentin, finalement, il est un peu obligé d'obéir, de pas trop en fait se rebeller, parce que sinon... Je vais vous dire quelque chose d'assez rigolo. Ouais. Donc l'Argentine est un grand pays exportateur de céréales et de viande. C'est bien connu, la viande argentine, très réputée. Bon. Elle fait un grand commerce avec l'Iran. Par exemple, les histoires d'embargo qu'on veut nous imposer contre l'Iran, l'Argentine, elle s'en tape. Elle n'a pas l'intention d'obéir de ce côté-là. Et on m'a demandé, mais qui sont les Argentins qui font tellement de commerce avec l'Iran? Eh bien, ce sont des juifs argentins archisionistes. C'est-à-dire que quand il s'agit de faire du fric, la politique, ils s'en tapent. Donc l'élite économique argentine de la campagne, donc les grands propriétaires terriens qui vraiment pèsent très très lourd dans le gouvernement, ils sont juifs, ils sont sionistes, ils défendent Israël, mais ils vendent à l'Iran. Je ne pose pas de questions. D'accord. Ouais. Donc il faut faire de l'argent, il n'y a pas de problème, c'est ça? Alors je trouve ça intéressant parce que, donc c'est toujours pareil, avec le recul, on découvre ces choses étonnantes. Mais il faut savoir que ça se passe certainement de la même façon ailleurs. Oui, bien sûr, bien sûr. On nous parle, c'est vrai que
Et il y a l'ouverture d'une enquête par les autorités argentines concernant l'argent qu'on lui a réclamé. On lui a réclamé plus d'1 milliard de dollars. C'est vrai, ça, on se souvient de ça. Et que les Argentins ne voulaient pas payer, quoi. C'est là tout récemment. Oui. Ah oui, oui. Et donc ce sera mieux. Alors ça, beaucoup de gens interprètent cette pression financière terrible que subit l'Argentine comme vraiment des représailles pour tout ce qui se passe autour de l'AMIA, ce gouvernement argentin qui ne se laisse plus dicter sa politique envers l'Iran. Ah, donc ça peut avoir un lien. Ah, mais on considère que c'est des représailles. Et je vais vous dire autre chose. Représailles aussi pour l'action du pape. Le pape est argentin. Oui. Le pape connaît ce dossier. Je l'affirme parce que je connais les gens qui ont informé le pape. Mais ce pape-là, alors le pape François, le pape qui est argentin. Qui est argentin, justement. Alors, nous, c'est Pierre Hillard qui était venu ici dans une émission qui nous avait regardé une vidéo où on le voyait juste après sa nomination, en fait, se faire féliciter, adouber, je ne sais pas comment on peut dire, par le B'nai B'rith argentin. Oui, mais c'est normal. C'est normal. Vous savez, il n'était que... enfin non, à partir du moment où il est pape, il est représentant d'un État, qui est le Vatican. Bon, c'est le monde des ambassades. Ouais, mais le B'nai B'rith, il ne représente pas un État, quand même. Ah bah si vous voulez, c'est quand même très proche de l'État d'Israël. La position du pape, en tant que chef d'un petit État, mais d'un État qui a un poids énorme, il a toutes sortes de contraintes. Et il faut en tenir compte.